Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés, puis merci aussi à ceux qui vont visionner en ligne la présentation. Mon objectif ce soir, c'est de faire un tour d'horizon des questions que soulève le développement technologique, donc nous demander d'où elles viennent, mais surtout pour réfléchir sur là où elles nous mènent. Puis l'argument que je vais développer est le suivant, c'est que je crois qu'il va falloir repenser assez profondément les logiques commerciales, cliniques, sociales, qui sont actuellement sous-jacentes au développement technologique, si notre objectif, c'est de préserver la pérennité de nos systèmes de soins, puis aussi d'accroître la santé des populations. Je vais m'appuyer sur différentes observations qui sont pour la plupart tirées des 15 dernières années de recherche que j'ai menées dans le domaine de la santé. Avant de faire un doctorat en santé publique, par contre, j'ai d'abord complété une formation en design industriel. Donc, ça m'amène un regard un peu particulier sur les technologies médicales qui a certaines affinités avec l'architecture. Ce que vous avez sur la diapo ici, c'est un plan pour une salle d'opération, une salle de chirurgie dite hybride. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va s'y dérouler la chirurgie conventionnelle avec anesthésie générale et il va aussi s'y dérouler des chirurgies dites minimalement invasives, c'est-à-dire des chirurgies où le chirurgien a besoin d'équipements sophistiqués d'imagerie pour bien voir à l'intérieur du corps ce qu'il est en train de faire. L'image ici a ce qui manquait sur les deux diapositives précédentes, c'est-à-dire les anesthésistes, les techniciens, les infirmières, les chirurgiens. On peut, si on cherche un peu, trouver le patient. Il y a également aussi leur manière de travailler, la coordination des tâches, les communications, leur façon de manipuler les technologies, puis leur façon d'occuper un espace. Puis fondamentalement, c'est ce qui, moi, m'intéresse dans mes recherches, donc de comprendre en contexte réel si les technologies qui sont conçues permettent de remplir leur objectif dans la vraie vie, c'est-à-dire améliorer la santé. Ça explique pourquoi je m'appuie beaucoup sur les sciences sociales. Ça permet aussi de mieux saisir comment, dans un contexte réel, les technologies parfois génèrent les effets escomptés, parfois génèrent des effets qui n'avaient pas été anticipés. Donc, j'ai certains constats parfois mitigés. C'est aussi pour expliquer que ce dont je vais vous parler ce soir reflète en grande partie un métissage disciplinaire, c'est-à-dire une formation en santé publique, un regard en design industriel, mais également une attention particulière aux sciences sociales. Une première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser aux technologies médicales? C'est un bel objet. La première réponse simple, c'est que les technologies médicales sont fascinantes. Ce que vous avez sur l'image, c'est une capsule vidéo endoscopique. Elle a la taille d'une gélule qui s'avale. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de cette capsule-là, il y a un système d'éclairage, il y a une caméra, il y a une puce électronique, il y a des piles pour lui donner une autonomie de 7 à 8 heures, c'est-à-dire le temps que ça prend pour passer par l'œsophage, par l'estomac, par les intestins, pour être ensuite jeté. Il y a également, évidemment, un système de radiofréquence qui lui permet d'envoyer au fur et à mesure les images à un capteur qui lui est porté dans un sac en bandoulière. Une fois les images recueillies, elles sont transmises au gastro-entérologue qui, avec un logiciel dédié à cette fin, va examiner les images, faire des analyses sophistiquées. Donc, une technologie comme ça explique pourquoi elles sont fascinantes. La miniaturisation, une complexité technologique importante, mais aussi un contact assez intime avec le corps. C'est-à-dire, on a l'impression que la réponse se trouve à l'intérieur du corps. Les sources de maladies s'expliquent par une intervention sur le corps. Les analyses sophistiquées également. Donc, devant ça, on pourrait se dire, ben voilà, c'est fait, on a le summum. Puis la deuxième réponse simple ici, c'est ben non, il y aura mieux plus tard. En fait, un peu comme les appareils électroniques qui vous accompagnent ce soir ou qui vous attendent à la maison, il y aura mieux plus tard, il y aura mieux sur le marché. Puis probablement que ce que vous faites, c'est de vous demander quels objets vous achetez, pourquoi, quel montant vous voulez y mettre.
En santé, on a exactement les mêmes préoccupations. On va se demander dans lesquelles on devrait investir et dans lesquelles on devrait ne pas investir. Puis là, ce que je vais faire, c'est me tourner vers les États-Unis pour vous présenter deux listes top 10. Les deux ont été développées par une organisation qui s'appelle ECRI, une organisation indépendante à but non lucratif qui fait de l'évaluation de technologie pour les gestionnaires d'hôpitaux, les cliniciens. La première liste, ce sont les technologies à surveiller pour 2012. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des technologies sur le marché pour lesquelles les médecins, les patients risquent de mettre de la pression pour y avoir accès. Donc, on avertit les gestionnaires d'hôpitaux. Je vais attirer votre attention sur deux de ces technologies-là. Dans le document d'écrit, on nous dit d'abord qu'environ 150 milliards de dollars US sont dépensés par année pour les soins associés à l'obésité. La chirurgie minimalement invasive repose sur différentes techniques, mais l'idée principale est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on va réduire la capacité de l'estomac à contenir, puis à assimiler des aliments. Ça force un amaigrissement. Il y a différentes techniques. Quand on dit minimalement invasif, ça veut dire qu'on utilise des appareils laparoscopiques pour rentrer à l'intérieur du corps, au bout desquels se trouvent des bistouris, des instruments pour cautériser, pour coudre et évidemment une caméra pour pouvoir voir où ça mène. Donc, on comprend que l'obésité aujourd'hui est devenue un fléau. Un adulte sur 3, un enfant sur 5 en serait affecté. En même temps, quand on dit que cette chirurgie-là se retrouve numéro 2 sur la liste des technologies à surveiller, on peut se demander, est-ce qu'on aurait pu intervenir en amont? Est-ce qu'on aurait pu intervenir à la source du problème? Le deuxième élément sur la liste sur lequel je veux attirer votre attention est une catégorie qui contient en fait plusieurs choses qui vont reposer entre autres sur la génétique, des nouveaux médicaments, les biotechnologies. Elles ont en commun de cibler des cancers de stade avancé, c'est-à-dire des cancers pour lesquels il y a relativement peu d'options en ce moment. Parmi les différents traitements, il y en a un qui a été approuvé par le FDA, qui était le premier vaccin thérapeutique pour le cancer de la prostate. Puis là, ici, le mot « vaccin » peut induire à confusion, parce que ça n'empêche pas d'obtenir le cancer. Si on utilise le mot « vaccin », c'est parce qu'on s'appuie sur les sciences immunologiques. Le principe de base, c'est qu'on va stimuler la réponse immunitaire des patients qui va leur permettre de mieux combattre la prolifération des cellules cancéreuses. La première compagnie à avoir été autorisée par le FDA américain, qui est l'organisme d'homologation des nouveaux médicaments, technologies et de surveillance, a une façon de procéder qui est relativement complexe. Ce qu'on va faire, c'est prélever les cellules chez le patient pour les amener dans un laboratoire où on va les transformer, les activer pour qu'elles puissent faire réagir le système immunitaire du patient. Donc, on va les réinjecter chez le patient. Ça s'appelle autologue parce que le médicament est comme taillé sur mesure à partir des cellules du patient. Et le code barre témoigne que c'est bien votre médicament personnalisé. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces traitements-là s'ajoutent aux traitements réguliers, les visites chez le médecin. Il va y avoir une cueillette des cellules qui vont être transformées en laboratoire, réinjectées dans le corps du patient. Puis, on parle d'environ 3 cycles de traitement. Donc, à chaque fois, on refait un médicament sur mesure en espérant qu'il n'y ait pas eu de mutation entre-temps. Puis, on parle d'environ 100 000 $ par traitement en ce moment pour... Puis là, j'ai mentionné, ce sont pour des cancers avancés, donc on ne parle pas de guérison. Ce qu'on estime, c'est qu'on peut augmenter la survie de 2 à 6 mois. Donc, voilà la deuxième technologie à surveiller sur la liste. Maintenant, je vais passer à la deuxième liste top 10, qui est aussi développée par ECRI. Puis,
cette liste-là contient les sources de risques les plus importantes associées aux technologies médicales actuellement utilisées dans les hôpitaux. Par sources de risques importantes, ce qu'on veut dire, c'est qu'elles sont fréquentes, elles nuisent aux soins, elles engendrent soit des problèmes mineurs, mais qu'il faut signaler, soit des problèmes graves et la mortalité. Puis, quand on regarde la liste dans son ensemble, si par exemple, on regarde le numéro 4, contamination associée à la réutilisation d'endoscopes, ce qui se passe très souvent en milieu hospitalier, c'est que certains de ces risques-là sont liés aux aléas du quotidien en hôpital, c'est-à-dire travail sous pression, manque de personnel, pression pour escamoter certaines procédures, comme dans la stérilisation. Ces pressions-là, très souvent, sont dues à des coupures de budget parce qu'on doit acheter des nouvelles technologies. Donc, il y a ce premier aspect-là. Je vais faire la même chose, je vais attirer votre attention sur deux éléments de la liste parce qu'ils nous permettent de regarder le rôle du design d'un peu plus près. Les alarmes automatiques. En anglais, il y a un principe autour du design qu'on peut dire idiot-proof, c'est-à-dire la technologie elle-même tente de réduire les erreurs humaines en définissant des paramètres. Donc, une alarme automatique viserait à attirer l'attention du personnel soignant pour éviter des problèmes. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que maintenant, un très grand nombre d'appareils médicaux en sont équipés, des moniteurs cardiaques, des respirateurs, des pompes programmables pour les médicaments, le monitoring fœtal, par exemple. Donc, pour des infirmières qui ont sous leur responsabilité plusieurs patients, chacun des patients peut avoir plus qu'un équipement, chacun équipé de son système d'alarme avec ses propres sensibilités, le type de sonnerie, et ainsi de suite. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une fatigue auprès du personnel infirmier. Les alarmes se déclenchent pour un oui, pour un non, pas toujours au bon moment, dans le sens où ça vient perturber l'organisation du travail. Les infirmières vont soit modifier les paramètres, soit les désamorcer complètement. Donc, ici, je vous donne un exemple plus concret. Une pompe programmable qui délivre un médicament liquide à travers un tube. Si le tube est un peu plié, il y a occlusion, l'alarme se déclenche. Si le patient bouge un peu, le tube se replace, il n'y a plus de problème d'occlusion. Donc, c'est ce type de préoccupation-là sur les technologies en contexte réel qui nous permettent de voir certaines difficultés. Le deuxième exemple, les connexions inadéquates des dispositifs d'alimentation entérale. Le connecteur, c'est ce que vous avez sur l'image qui vient du FDA dans l'octogone. C'est un simple dispositif. Son problème à lui, c'est d'être pas suffisamment idiot-proof, c'est-à-dire que le connecteur peut se connecter à deux tubes différents. Donc, si on change la jaquette du patient, si on travaille un peu vite, on pourrait être tenté de reconnecter le tube au mauvais endroit. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un liquide, par exemple, un liquide nutritif qui est destiné à l'estomac va se retrouver dans les veines ou vice-versa. Un médicament va se retrouver dans l'estomac. Les risques vont dépendre de la substance en question qui va varier. Donc, la deuxième liste, ce qu'elle nous rappelle, c'est que pour chacune des percées absolument fascinantes du côté des technologies médicales, il y a une part d'ombre, il y a une part d'erreur, il y a une part d'incertitude. Puis plus on complexifie et plus on augmente les technologies en milieu hospitalier, et plus on doit, en contrepartie, mieux gérer ces risques d'erreur qui sont accompagnés. Ce qui m'amène à dire, on doit repenser comment les technologies sont conçues, avec quelle dynamique derrière. Puis quand on regarde peut-être depuis les années 80, selon moi, il y a deux obscurs objets du désir qui sont poursuivis en parallèle. Le premier, c'est de poser la santé comme un état individuel, donc qui se loge dans le corps et qui appelle une intervention individuelle, et un état qui est sans cesse perfectible, un état qui peut toujours être mieux. Le deuxième objet, c'est celui où la technologie est nécessairement perçue comme une source de progrès. Donc,
la plus récente va être meilleure. Ce que ça fait, ces deux dynamiques-là ensemble, c'est une espèce de fuite en avant, puis c'est super pratique parce que pendant qu'on fait ça, on ne se demande pas des questions du type « mais qu'est-ce qu'on améliore au juste, puis par rapport à quoi? » Puis ça, c'est des questions plus tannantes, plus qui demandent à réfléchir puis à se poser des questions. En même temps, pour moi, c'est des questions qui sont probablement très porteuses dans la mesure où aujourd'hui, elles nous amèneraient à repenser le rôle de ceux qui conçoivent les technologies médicales, que ce soit des ingénieurs, des designers, des entrepreneurs et également des chercheurs entrepreneurs, puis le rôle de ceux qui les achètent, c'est-à-dire les gestionnaires d'hôpitaux, les cliniciens et probablement nous également comme consommateurs de soins. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de 4 exemples, puis je vais changer de point de vue, changer d'exemple, mais je vais suivre un fil, le fil du développement technologique. Quels sont les moteurs du développement technologique? Le premier exemple illustre l'importance de la concurrence commerciale. Cryoablation, cryo veut dire très grand froid. Ce que vous voyez en haut de la brochure à droite, les tubes, ce sont des cathéters. La cryoablation, ce que ça fait, c'est que le cathéter est inséré par le chirurgien cardiaque dans un vaisseau sanguin, très souvent à la hauteur de l'aine. Ça va remonter jusqu'au cœur. Puis au bout du cathéter, on va émettre un froid extrême, une température très, très froide et stable, qui va venir neutraliser les cellules cardiaques qui sont associées à l'arythmie. Quand on a une technologie comme ça, elle arrive à exister à un certain moment de l'histoire parce qu'elle peut s'appuyer sur des développements technologiques antérieurs. Les cathéters existaient déjà, on a modifié les matériaux, les fibres, elles supportent des plus grandes pressions. On a également dû faire beaucoup de recherche et développement pour trouver un gaz réfrigérant qui maintient des températures extrêmes stables et qui soit une alternative au fréon. Donc, il y a des efforts immenses qui sont mis derrière ce type de développement technologique-là. En même temps, si on se demande c'est quoi l'avantage, ici, c'est beaucoup développé en concurrence à la technologie existante, donc la radiofréquence. La radiofréquence utilise la chaleur. La chaleur détruit les tissus, peut causer des minuscules débris qui vont rester dans les vaisseaux sanguins et plus tard causer des problèmes. Donc, une technologie qui vise un marché déjà établi, qui est plus rassurant pour des investisseurs parce que si on développe une technologie concurrente convaincante, le marché existe déjà, les canaux de commercialisation sont là. Ce qui se passe aussi, c'est que c'est une technologie qui ne bouscule pas les pratiques actuelles, c'est-à-dire les cardiologues chirurgiens, une fois qu'ils maîtrisent les paramètres associés à la cryo, peuvent continuer à faire leur pratique régulière, puis en étant rémunérés à l'acte, c'est également un marché clinique. Donc, on a une logique où à la fois le marché commercial et le marché clinique se soutiennent mutuellement. Le deuxième exemple veut illustrer comment, à partir du moment qu'une technologie existe, très naturellement, spontanément, on va chercher des nouvelles applications, des nouveaux usages. La stimulation cérébrale profonde repose sur le principe où un neurochirurgien implante des électrodes à l'intérieur du cerveau à des endroits précis. Puis le patient va se faire implanter du même coup un stimulateur sous la peau de l'abdomen avec une batterie qui a une durée de vie de 2 à 5 ans. Donc le stimulateur, c'est celui qui permet aux électrodes d'agir à l'intérieur du cerveau. Et en ce moment, c'est utilisé pour le Parkinson. Pas pour guérir le Parkinson, mais pour contrôler les symptômes moteurs. C'est-à-dire, quand on a mis les électrodes au bon endroit, ce que ça fait, c'est que ça va limiter les tremblements, les gestes involontaires. Donc, un impact important sur la qualité de vie des patients, mais pas sur la maladie, pas sur la progression de la maladie. Ce qu'on doit souligner aussi, c'est que le cerveau est un immense puzzle de recherche depuis plusieurs années, notamment parce qu'on a beaucoup développé l'imagerie médicale. Puis l'imagerie médicale a permis d'ouvrir des nouveaux champs de recherche.
Puis plus on comprend ce qui se passe dans le cerveau, puis plus on comprend que c'est compliqué. Ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'au-delà de l'usage pour le Parkinson, la stimulation cérébrale profonde, on l'expérimente pour les troubles obsessifs compulsifs. On l'expérimente également pour la dépression profonde sévère. Ce que ça veut dire, c'est que c'est en usage clinique. Le FDA approuve, mais sous une clause qui est dite humanitaire, c'est-à-dire on n'a aucune donnée probante sur l'efficacité, mais pour des patients dépressifs pour lesquels il n'y a pas d'option, on juge que pour des raisons de compassion, on va quand même essayer si la technologie fonctionne. Donc, puisque vous avez à droite de l'image, c'est des captures d'écran d'un vidéo interactif, Take the drill from the toolbar. Si vous le faites, vous allez entendre le bruit, vous allez voir les gouttes de sang gicler, vous jouez à l'assistant du neurochirurgien. Donc, c'est assez fascinant parce que d'un côté, on complexifie énormément, puis de l'autre, on banalise, un peu comme si tout ça allait de soi, comme si tout ça était normal, sans qu'en même temps, on ait des données probantes sur « mais est-ce que ça marche? » Le troisième exemple est tiré d'une étude qu'on a menée pour le compte du ministère de la Santé il y a quelques années. Un projet où les cliniciens voulaient rapprocher les services de dialyse des patients. La dialyse, c'est un traitement à vie. Ça se fait 3 fois par semaine en milieu hospitalier. Les traitements durent 3 à 4 heures. Donc, puis c'est des traitements pendant lesquels on ne se sent pas très bien. Puis on a souvent besoin d'être accompagné. Donc pour les patients qui vivent à 1 heure ou 2 de l'hôpital, le fait de devoir se déplacer avant, après les traitements 3 fois par semaine est un fardeau. Donc ce que cette équipe de cliniciens extrêmement dévoués a voulu faire, c'est installer 6 unités d'hémodialyse à l'intérieur d'un autobus. Donc ici, c'est comme si la photo avait été prise du devant de l'autobus derrière le siège du chauffeur. Donc, les infirmières quittaient très tôt le matin de Québec pour se rendre à un petit hôpital régional près de là où vivaient les patients. Dans un projet comme ça, ici la photo, je veux attirer votre attention sur le tube jaune parce que pour moi c'est la partie névralgique. Ça montre bien la dépendance de l'autobus par rapport à l'eau purifiée. L'accès à l'eau purifiée est critique pour la dialyse. Tout le câblage électronique qui était nécessaire pour permettre un lien de visioconférence avec les néphrologues de Québec. Évidemment, l'alimentation électrique. Vous avez aussi en toile de fond l'urgence. Puis ça reflète bien comment, dans le domaine de la santé, la sécurité est un critère extrêmement important. Donc, ici, on a planifié tout le projet en se disant, on a des infirmières autonomes, mais s'il y a un problème avec un patient, on veut pouvoir avoir de l'aide rapide, donc l'accès à l'urgence. Donc, un projet comme ça arrive à exister parce que des gestionnaires, des cliniciens croient fermement à leur idée, puis vont apporter un soin immense pour mettre en place un projet comme ça. Puis nous, quand on demandait aux patients, est-ce que ça a amélioré votre qualité de vie? Parce que c'était un des objectifs principaux du projet. Les patients étaient extrêmement satisfaits, touchés. Ils étaient rassurés également parce que les infirmières qu'ils connaissaient se déplaçaient pour continuer à les traiter dans leur localité. Par contre, quand on parle de qualité de vie avec ces patients-là, c'est un peu complexe parce que ce qui alourdit énormément leur vie, c'est les 4 heures de traitement, 3 fois par semaine, pendant lesquelles on ne se sent pas très bien. Ça fait que l'amélioration, c'est-à-dire la réduction du temps de déplacement avant, après les traitements, était vraiment appréciable. Mais est-ce que ça bouleverse leur qualité de vie? Non. Ça fait que moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, bon, la dialyse existe depuis les années 40-50. Si vous allez dans des musées de médecine partout dans le monde, vous allez voir des appareils absolument fascinants de cette époque-là. Puis je me dis, comment ça se fait qu'on a apporté un soin quand même
important à rendre ces machines-là plus sophistiquées. Elles analysent l'information, elles permettent l'archivage des données. Ils ont des systèmes d'alarme aussi intégrés. Puis quand on demande aux patients, ce qui compte vraiment pour eux, c'est le temps de traitement. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des alternatives à l'hémodialyse hospitalière. Notamment, il y a moyen d'avoir un appareil qui fait à peu près la même chose, mais qui s'utilise la nuit au domicile du patient. Ce qui va se passer, c'est que pendant 7 à 8 heures, la dialyse va se faire pendant que le patient dort, puis ça va se faire à chaque soir. Donc, c'est une dialyse qui est plus douce, plus constante, qui va faire aussi en sorte que les patients ont moins besoin de restrictions alimentaires par rapport pour équilibrer ce qu'ils mangent, les liquides. Ça veut aussi dire qu'ils peuvent maintenir un lien d'emploi, puis avoir des activités sociales, faire des choses pendant la journée. Donc, c'est immense. Puis là, quand on regarde, il y a très peu, moi j'ai trouvé une compagnie américaine qui fait cet appareil-là. Il y a une compagnie canadienne qui est censée en mettre un sur le marché, puis j'ai vérifié, ce ne l'est pas encore. Puis là, je me dis, bien, on est capable de rendre plus sophistiqués des appareils. Pourquoi on n'est pas capable de faire des appareils? Pas capable étant, voulant dire comment ça se fait que sur le marché, il n'y a pas des appareils qui, eux, sont vraiment faits en fonction du patient. La dernière catégorie, le dernier exemple dont je veux parler est également une catégorie qui contient plusieurs choses différentes, qui reposent sur des tests génétiques, des biotechnologies. Il y a certaines applications qui seront plus judicieuses que d'autres, puis il y a des applications qui laissent perplexes. Vous avez peut-être entendu parler des mutations BRCA1, BRCA2, des mutations génétiques qui se retrouvent pour environ 6% des femmes atteintes du cancer du sein. Puis ici, pour les femmes qui sont porteuses de ces mutations-là, les probabilités de développer un cancer avant l'âge de 70 ans sont de 65 à 85%. Donc, ce qui est personnalisé ici, c'est la possibilité de choisir une mastectomie dite préventive. Donc, on enlève les seins, donc la probabilité de développer le cancer du sein tombe. Puis, évidemment, ce que ça suppose aussi, c'est que quand on prend cette décision-là, très souvent, il y aura une reconstruction mammaire. Donc, on écarte de vivre avec le risque du cancer du sein, mais on va vivre avec le risque des implants mammaires. Ce qui est particulier dans des cas comme ça, c'est que le patient n'est plus tout à fait l'individu. Très souvent, le patient a des pourtours plus flous, c'est-à-dire c'est les liens biologiques connus et inconnus. Puis, ces tests-là ont tendance aussi ça devient un objet de discussion familiale. Ça pose la question aussi de la valeur de savoir. L'information, elle est probabiliste. Ça fait qu'on a une information aujourd'hui pour un état probable plus tard. Comment on prend des décisions aujourd'hui pour des états qu'on ne connaît pas encore, qui ne vont peut-être pas se présenter? Puis, comme n'importe quoi, ici, la difficulté, c'est que les statistiques populationnelles, quand on tente de les appliquer à un niveau individuel, bien, c'est un peu un acte de foi. On peut très bien considérer qu'on est dans le 15% qui ne développera pas le cancer du sein. Donc, ici, la difficulté, c'est de composer avec de l'information qui est nécessairement difficile, ambiguë, puis qui nous amène des réflexions complexes en fonction de nos occupations, de notre famille, ainsi de suite. L'autre chose aussi, c'est que la plupart des développements dans la médecine dite personnalisée, ça repose sur de la R&D qui se fait en laboratoire privé et public. C'est de la R&D extrêmement coûteuse, entre autres parce que ça s'appuie sur du personnel hautement qualifié. Ça, dans le jargon, ce que ça veut dire, c'est des salaires très élevés. Donc, ceux qui soutiennent la R&D, les investisseurs de capital de risque, mettent des sommes importantes pour une longue période et quand c'est le temps de récupérer les investissements,
les attentes au niveau de la commercialisation sont proportionnelles, c'est-à-dire on ne veut pas juste récupérer notre argent, évidemment on veut augmenter la mise qu'on a mise au départ. Donc quand on nous dit « ça sera plus accessible, moins coûteux plus tard », ça tient beaucoup moins bien la route. Non seulement ça reste des produits chers à développer, mais aussi ça pose toutes sortes de questions sur comment on peut en assurer la prestation dans notre système de soins. Par exemple, au Québec, on a une poignée de conseillers génétiques. Comment on va faire pour faire en sorte que les tests peuvent être analysés, interprétés correctement, puis qu'on va pouvoir faire le suivi? Donc, les exemples que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, ils font ressortir l'une ou l'autre des grandes dynamiques de marché. On a vu, par exemple, avec la magnifique capsule vidéo endoscopique, que quand on réduit le caractère invasif d'une intervention, évidemment, avaler cette capsule-là, c'est probablement beaucoup plus confortable que d'avoir un examen par colonoscopie. Ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est que beaucoup plus de patients utiliseront le test, une plus grande proportion. Dans une plus grande proportion, ce ne sera pas justifié nécessairement. On a vu avec la cryoablation que d'offrir mieux que le compétiteur est une stratégie commerciale qui est plus rassurante quand le marché est déjà établi. Donc, ce que ça veut dire, c'est des efforts de R&D pour un besoin qui est déjà relativement comblé. Ce n'est pas des efforts de R&D pour des besoins non comblés qui prennent place. Avec la stimulation cérébrale profonde, j'ai voulu montrer que des nouveaux usages vont être recherchés autour d'une technologie existante. Évidemment, ça suppose du tâtonnement, puis c'est un peu normal. Mais ça suppose qu'on laisse se développer des pratiques sans vraiment savoir qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui va fonctionner. Avec l'exemple de la dialyse, j'ai voulu souligner le fait que, en tout cas dans le cas des maladies chroniques, probablement que le patient pourrait être considéré l'usager principal de façon plus importante et plus active. Puis enfin, avec la médecine moléculaire, la médecine prédictive, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est l'idée que les tests qui sont applicables à tous pour déterminer s'il y a une mutation génétique ou non, c'est très alléchant pour une pharmaceutique, c'est-à-dire le test devient le passage obligé. Ensuite, il y aura un traitement ciblé. Ce qu'on dit moins, c'est que dans la logique de la médecine personnalisée, c'est qu'il y aura des sous-groupes. Il y aura des sous-groupes pour lesquels un traitement est efficace, des sous-groupes pour lesquels un traitement est non efficace, puis un sous-groupe pour lesquels le traitement aura des effets délétères. Ce qu'on ne sait pas en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux patients pour qui il y aura des effets délétères? Est-ce qu'on va leur dire « vous n'avez pas accès aux médicaments » ? Est-ce qu'on va leur dire, il ne sera pas remboursé, mais vous pouvez l'utiliser? Autrement dit, l'autonomie individuelle va prendre le dessus. Donc, ça pose toutes sortes de questions sur le plan des systèmes de soins. Comment, concrètement, ces usages-là peuvent se développer? Puis, évidemment, c'est des questions dont on discute peu. On préfère mettre l'accent sur l'idée que c'est personnalisé, alors que, dans les faits, c'est stratifié. Puis, dépendamment de la strate dans laquelle on se retrouve, on sera content ou on ne sera pas content. Donc, tout ça a des impacts sur les systèmes de soins, intensifier les soins et les services, accroître les coûts, la complexité, les erreurs potentielles. Puis, on crée aussi une drôle de catégorie d'individus qui sont ni malades ni en santé, mais à risque de quelque chose pour des plus ou moins longues périodes. Donc, on ne s'étonne plus que nos médias nous parlent constamment de l'explosion des coûts en santé. Puis ici, je veux attirer votre attention sur les ondes surlignées, où on nous dit, par exemple, que les Américains dépenseront jusqu'à 29% de leur produit intérieur brut à la santé en 2040. Ce n'est que normal. On nous dit que plus on comprend la maladie, plus on découvre de nouveaux traitements et plus la part de nos revenus consacrés à notre santé s'accroît. Ça fait que quand on nous dit que c'est normal, que c'est inéluctable, je m'énerve. Puis des fois, je m'énerve plus que d'autres fois. C'est un peu
C'est un peu comme dire, c'est normal qu'on pollue davantage, c'est normal qu'il y ait plus de gaz à effet de serre, c'est normal qu'on gaspille nos ressources. Quand on regarde, autrement dit, dire que c'est normal, c'est éluder complètement les dynamiques commerciales, cliniques, sociales qui sont derrière le développement technologique et qui lui donnent une certaine forme. Puis là, je vais faire un petit détour chez les Britanniques parce que je les aime beaucoup, entre autres parce qu'ils ont inventé la santé publique. Depuis les années 30, on compile des statistiques sur la mortalité et différentes choses par catégorie socio-économique. Ce que vous avez sur la diapo en bleu à l'extrême gauche, ce sont les emplois professionnels. À droite, ce sont les emplois non qualifiés, c'est-à-dire des gens avec peu ou pas d'éducation, dans des conditions de travail qui sont souvent délétères, avec une insécurité économique importante. Donc, on sait tous que depuis les années 30, notre espérance de vie a augmenté. Peut-être en dehors des cercles de santé publique, ce qu'on sait moins, c'est que les écarts en termes de mortalité entre les catégories socio-professionnelles ont persisté ou augmenté. Il y a des variations d'un pays à l'autre, mais ça s'applique à tous les pays. Le Canada n'a pas une excellente figure sur ces statistiques-là. Puis, donc, la première notion de santé publique que je veux souligner, c'est celle des inégalités de santé. Puis, je vais essayer d'être précise, mais pour moi, ce n'est pas seulement un argument de justice sociale qui, en soi, est valable. Ce n'est pas seulement un argument économique qui nous dit, ben, les groupes fragilisés ne peuvent pas se développer, travailler, contribuer à la société. C'est un argument qui dit, dans les sociétés où il y a de la prospérité et du bien-être, il y a des opportunités pour chacun de contribuer au bien-être collectif. Puis c'est là où on ferait fausse route en disant on peut augmenter la proportion de notre PIB dédié à la santé, parce que quand on fait ça, bien, on a moins de ressources pour l'éducation, on a moins de ressources pour l'environnement, on a moins de ressources pour le transport. Puis ça, on sait que ça a une influence négative sur la santé. Donc, on fait simplement augmenter le problème auquel on fait face. La deuxième notion de santé publique sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, puis si vous n'êtes pas encore allé faire la visite de l'exposition en imparfaite santé, bien, vous la ferez, parce que moi, j'y voyais plein de liens. La deuxième notion, c'est celle des déterminants sociaux de la santé. Ce qu'on veut dire par là, c'est au-delà du biologique, il y a plusieurs facteurs culturels, sociaux, environnementaux qui affectent notre santé, donc qui expliquent les inégalités. Ce qu'on veut dire par là, c'est les lieux de travail, les éléments auxquels on s'expose. Ça veut dire aussi les quartiers, les modes de vie, les transports. Tout ça a une incidence sur la santé. Donc, tout ce qui est hors du système de soins a une incidence sur la santé non négligeable. Donc, ce qui m'amène à dire, bien, en termes de design de technologie médicale, on doit repenser ce que j'ai appelé plutôt les obscurs objets du désir, en nous disant, bien, la santé est un bien très souvent transversal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est influencée par toutes les interventions intersectorielles. Un environnement bâti qui est meilleur pour la santé va avoir une influence. On doit aussi se poser comme question, en fait, au lieu de se demander est-ce qu'on peut se payer le nouveau traitement pour le cancer à 100 000 $ pour 6 mois de survie, on devrait plutôt se demander mais quelle technologie nous permettrait d'assurer la pérennité de nos systèmes de soins? Quelles technologies nous permettent de le rendre plus performant? Quelles technologies nous permettent vraiment d'augmenter la santé de notre population? Puis, de là ma proposition, puis on m'a bien averti que je pouvais entrer dans des zones controversées s'il y avait des architectes dans la salle, mais moi je me dis on devrait probablement s'inspirer de la démarche LEED qui a été développée pour favoriser le développement durable. Puis ce que je vois là-dedans, c'est la capacité de transformation
à la fois de l'offre et de la demande, donc une transformation du marché qui pourrait être transposée aux technologies médicales. La démarche LEAD repose sur 9 domaines avec des critères précis, puis ça vient un peu conditionner comment les architectes travaillent, les entrepreneurs, mais ça conditionne aussi ce que les clients demandent. Donc, il y a quelques domaines qui ont des incidences sur la santé, mais dans le domaine de la santé, ma proposition encore en ébauche serait qu'on réfléchisse sur une certification pour les technologies médicales qui agissent sur l'offre autant que sur la demande, de façon à donner des repères beaucoup plus clairs sur quel type de technologie on a vraiment besoin dans notre système de soins. Puis au-delà de la notion coût-efficacité, qui demeure importante, ce qui nous manque très souvent, ça serait par exemple, pour comparer différentes technologies, quel est le fardeau de la maladie qu'une technologie permet de réduire. Par exemple, juste avant Noël, on a eu un tollé public quand le ministre, sous la pression de groupes d'intérêt, de patients, de médecins, a décidé d'aller à l'encontre d'une recommandation d'un organisme indépendant qui disait que certains médicaments anticancéreux ne devraient pas être remboursés. Le ministre a cédé et a dit, bon, il faut être humain, on va les autoriser. Ce qui manquait à l'analyse, c'est une analyse de la pertinence respective de ces différents médicaments-là, au-delà de l'analyse coût-efficacité. Un deuxième domaine sur lequel la certification pourrait réfléchir, c'est celui des inégalités de santé. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, si on peut agir sur des inégalités de santé, on agit sur la prospérité d'une société, son bien-être, sa prospérité. En termes de design, il y a également des choses qui sont à retenir. Je vous ai montré des technologies qui sont utilisées en milieu hospitalier, extrêmement complexes, qui demandent des plateformes technologiques complexes. On peut très bien penser les technologies de façon à simplifier leur usage, simplifier leurs composantes, permettre entre autres de réduire la dépendance envers les hôpitaux spécialisés. On nous dit souvent au Québec qu'on doit consolider la médecine générale, la médecine familiale. Si vous vous mettez dans leurs chaussures, vous pouvez imaginer que pour ces médecins-là, c'est difficile de toujours se retrouver en dépendance par rapport à des spécialistes, c'est-à-dire là où se trouvent les tests, là où se trouve l'imagerie, là où se trouvent les laboratoires. Donc, si on était capable de mieux outiller les médecins de première ligne à prendre en charge leurs patients, leur population, on consoliderait l'accès aux soins. La même logique s'applique pour les patients, notamment dans le cas des maladies chroniques, parce que ces patients-là développent une expertise, ont une maladie pendant longtemps. Évidemment, agir sur les déterminants sociaux de la santé ferait partie de la certification. Il y a des interventions qui sont de nature médicale, mais il y a des interventions qui peuvent venir en collaboration avec des experts, des urbanistes, des architectes, ainsi de suite. Donc, c'est loin d'être impossible d'arriver un jour à développer une telle certification parce que de la recherche en santé, il s'en fait beaucoup. On a plusieurs informations dans différents secteurs. Ce qui n'a pas été fait, c'est de mettre ça ensemble pour créer un cadre qui vienne donner des repères plus clairs aux entrepreneurs, aux ingénieurs, aux designers qui développent des technologies, puis aussi à ceux qui doivent agir un peu en, je dirais, donner un effet de leadership, c'est-à-dire les cliniciens, les gestionnaires qui choisissent d'acquérir des technologies. Donc, d'une certaine façon, pour moi, le message, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable à l'accroissement des dépenses en santé. Si on se donne l'espace puis un cadre pour imaginer et réfléchir des technologies différentes, on devrait arriver à les concevoir autrement. C'est-à-dire, on sait qu'au Québec, on a un fardeau de maladies chroniques important. On sait qu'on a des infirmières très compétentes avec la notion d'acte délégué qui leur donne une plus grande autonomie. Elles peuvent accomplir plus. On peut penser à des solutions informatiques qui nous permettent de capitaliser
à la fois sur un soutien à distance, mais aussi sur les connaissances, rendre les connaissances beaucoup plus disponibles pour les patients. Puis tout ça nous amènerait, avec des interventions, par exemple, de l'environnement bâti, à pouvoir maintenir une population fragilisée à domicile dans un quartier où ils sont soutenus plus longtemps. Donc, au lieu de cibler la maladie dans le corps individuel, de poser la santé comme quelque chose qui le dépasse, qui est transversal, puis aussi réfléchir sur c'est quoi des technologies plus intelligentes puis plus cohérentes par rapport aux défis de nos systèmes de soins. Donc, je vous remercie pour votre attention.